dans ce Campus Sport Club. On prend quelques minutes maintenant, comme toutes les semaines, pour débattre un petit peu, pour un peu papoter, notamment revenir rapidement sur ces finals, sur ces masters à la fois hommes et femmes qui ont conclu le plus gros des saisons ATP, donc chez les hommes, et WTA chez les femmes, notamment faire une sorte de comment on pourrait dire ça, d'un peu mesurer les forces et faiblesses, on va dire, de ces top 8 représentatifs du gratin du tennis masculin et féminin, en l'occurrence sur le papier. Est-ce que vous voulez qu'on commence par homme ou femme? Tiens, peut-être pour traiter l'un ou l'autre. Honneur aux femmes. Bah oui, bien sûr. Les femmes qui se sont terminées, comme je l'avais dit tout à l'heure, la semaine précédente, c'était Iga Świątek, la polonaise, qui a gagné ses premiers finals, qui avait battu en finale Jessica Pegula. Jessica Pegula, américaine, quand même, qu'on voit pas mal sur le circuit WTA, mais qu'on aurait peut-être pas vu finaliste, tant on a parlé des 2, 3 et 4e mondiales qui sont devant elle, justement. Et cette finale-là gagnée par Świątek, est-ce que déjà, la question de base est la plus simple, est-ce que ça conforte encore plus Świątek dans sa position de numéro 1 féminine? Oui, on va dire que ça pourrait la conforter dans une position numéro 1. Elle finit l'année numéro 1 mondiale, elle reprend la place à Azarenka. Sabalenka, pardon. Mais c'est vrai que cette année, quand même, on a vu une Świątek qui est pas autant dominatrice que la saison dernière. Ouais. Elle a gagné Roland-Garros, mais c'est vrai que avant Roland-Garros, même sur terre battue, alors qu'elle était vraiment dominatrice, le Masters de Rome et de Madrid, elle les a pas gagnés. Elle perd en 8e de finale à l'US Open, il me semble, ou en quart de finale. Et à Wimbledon, bon, on sait que c'est pas sa surface préférée, l'herbe, mais quand même. Donc c'est vrai que quand même, je trouve que chez les femmes, j'ai plus de plaisir parce qu'il y a vraiment j'ai plus de plaisir à regarder les femmes parce que vraiment il y a de l'enjeu, il y a du suspense, il y a plus Świątek et les autres, comme on pourrait voir à la Formule 1, avec il y a vraiment une vraie homogénéité, en tout cas dans ce top fort, comme tu disais, Hugo. Donc c'est vrai que vraiment chez les femmes, Świątek, oui, au-dessus, mais pas numéro 1, mais pas de loin, ouais, c'est ça. Peut-être que sa saison 2022, à son âge aussi, de manière très précoce, parce qu'elle a 22, elle est sur 22 ans, hein, en tout cas, sa saison 2022 aussi jeune, laissait supposer que oui, c'était peut-être une Serena dans l'âme, enfin être ultra dominatrice, et finalement, elle est un peu redescendue sur terre, a priori, cette saison, où les autres, en tout cas, ont su peut-être hausser leur niveau. Aryna Sabalenka, elle perd face à elle en demi-finale, mais c'est aussi une solide deuxième mondiale, si ce n'est vice-première mondiale, presque, sur le papier. Ouais, elle finit premier à la race, Aryna Sabalenka. Elle terminera deuxième mondiale. Elle a explosé lors de ce master. Très très difficile de tirer des enseignements de ce master tant il a été chaotique. Mais j'ai envie de dire, malgré tout, il y a un enseignement à tirer, justement, c'est qu'Iga Świątek a été au-dessus de tout le monde. L'autre meilleure joueuse sur ce master, c'est Jessica Pegula. En finale, elle prend 6-1, 6-0, il y a pas photo. Encore une fois, voilà, Świątek gagne tous ses matchs en 2-7. En 2-7, elle perd pas un 7, alors qu'on est quand même sur les meilleurs du monde qui sont réunis un peu face à elle, donc déjà, mais même comme tu dis, sur le score sévère en finale, même sur ses scores à elle, elle met 6-1, 6-2 contre Jabber en poule, elle met 6-3, 6-2 à Sabalenka. Enfin, c'est là aussi où on se dit, en tout cas sur le dur, peut-être que selon les surfaces ça va différer aussi, mais sur le dur là, elle a été remarquable. Elle commence très bien la saison, elle la finit très bien. Mais c'est vrai que Sabalenka a vraiment haussé d'un ton son niveau d'un ton sur cette saison-là. Elle va avoir à l'avenir une vraie rivale, et j'ai vraiment hâte de voir l'Open d'Australie d'entrer la saison prochaine, parce que ça va être le premier duel impressionnant, qui risque d'être impressionnant entre ces deux-là, et de livrer déjà un premier verdict sur la suite de la saison entre ces deux-là. Ouais, et puis on n'oubliera pas aussi l'autre demi-finaliste, Coco Gauff, la jeune américaine, qui elle vient de remporter aussi un premier grand chelem, l'US Open. Fallait aussi encaisser presque le choc. On sait que surtout dans le circuit féminin, ça a toujours été très dur de confirmer derrière sur les dernières jeunes championnes.
elle, faut qu'elle aussi, elle puisse prendre le temps de digérer ça et peut-être pour 2024, comme tu dis, sur ces échéances-là. Ouais, c'est vrai qu'elle a gagné son premier grand chelem à l'US Open. Elle paraît expérimentée parce que ça fait hyper longtemps qu'on la voit sur le circuit, mais elle a que 19 ans, elle est de 2004, elle est de ma génération, donc elle a de bonnes années. Mais vous donc êtes trop jeune. Elle n'a pas connu Rennes. Voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est vrai pas que connu, hein, j'ai lu l'info, j'ai pas regardé les matchs, j'étais pas devant ma télé spécialement, Hugo. c'est vrai que c'est toujours un peu difficile, faut encaisser le choc. On avait vu Ostapenko à Roland-Garros qui avait gagné. Bon, c'est un peu différent parce qu'elle avait gagné en étant vraiment loin au classement, alors que là, Coco Gauff, on l'attendait quand même. Hein. Ça fait bien 2 ans qu'elle est dans ce top 10 et bien même maintenant dans ce top 5. Donc oui, je pense que Coco Gauff, à l'avenir, il faut vraiment compter sur elle pour vraiment rivaliser avec Swiatek, Sabalenka, et puis on peut aussi noter Rybakina, qui vraiment a fait une bonne saison. Là, en fin de saison, elle a un petit peu baissé, mais elle a fait quand même... Il y a presque un peu ce top 5 là, en tout cas, qui confirme et qui valide, parce que Pegula, mine de rien, elle n'est pas non plus... Enfin, elle vient pas de nulle part. Hein, elle a longtemps été 3e mondiale, et puis là, elle reste collée au top 5. Et peut-être à l'inverse, pour finir sur cette page des féminines, les 3 autres qui étaient présentes pour représenter ce top 8 mondial, on parle pas du reste du classement WTA, là on fait juste une mise au point entre elles 8, hein, bien sûr, pour voir un peu les forces en présence, mais Ons Jabeur, Marketa Vondrousova et Maria Sakkari qui étaient un peu dans le dur ces derniers temps, ces dernières semaines, même si Vondrousova a fait ce très beau parcours à Wimbledon et l'a remporté face à Jabeur qui a toujours j'allais dire le mot, mais oui, bon, c'est vrai. 3 finales, 3 perdus, c'est vrai que c'est un début de malédiction. Donc voilà. Mais on a vraiment l'impression qu'il y a cette césure-là entre un top 5 qui confirme et qui a aussi un gros vent de jeunesse. Et les 3 derrière qui commencent à prendre aussi de l'âge du galon et qui soit éclosent un peu tard, soit en tout cas... Je mettrais quand même Sabalenka et Swiatek un cran au-dessus des autres. Ouais, Ouais. toi, Coco tu mets les deux là, Ouais. le duel. Et Coco Gauff est sur une pente ascendante, et pareil, le début de saison prochain va être vraiment intéressant à suivre du côté de l'américaine, parce que c'est elle qui a le plus de potentiel pour aller titiller les deux de devant. Rybakina, c'est quelqu'un qui est très forte sur les grands rendez-vous, elle est toujours là sur les grands chelems, notamment à Wimbledon, où c'est une joueuse redoutable, mais Sabalenka et Swiatek pour l'instant sont au-dessus, et j'ai hâte de voir ce que va donner Coco Gauff. Comme tous les ans, elle progresse d'année en année, de mois en mois. Ouais, cette saison, ça a été vraiment flagrant. C'est un bon top 2 en plus qui, au vu de leurs âges, vont pouvoir se tirer la bourre pendant peut-être une bonne décennie encore. On va finir par les hommes. On va pas en plus avoir besoin de s'éterniser, puisque c'est quand même aussi des tendances qu'on connaît bien. Novak Djokovic, tu le disais, Eva a gagné pour la 6e fois les Masters, alors qu'il est encore le doyen de cette édition, et en finale il bat un Yannick Sinner, le jeune Italien, qui l'avait battu en groupe et qui n'a pas su rééditer, qui a subi la loi du plus fort. À domicile en plus, oui, parce que chez les hommes ça se passe à Turin depuis plusieurs années, et en demi-finale on retrouve Carlos Alcaraz qui avait été battu par Djokovic et Daniil Medvedev battu lui par Sinner. C'est toujours là en l'occurrence de manière assez exceptionnelle Djokovic au-dessus des autres, même si on parle toujours, et vous l'aviez évoqué, on l'avait évoqué, ce top 3 jeune en tout cas qui émerge avec Alcaraz, Sinner, Rune. Est-ce que c'est eux finalement qui vont prendre ces places-là dans le leadership, dans les résultats en 2024, ou c'est encore un peu tôt pour eux? Ouais, il faut les dissocier, les 3 sont pas au même, pour moi les 3 sont pas au même stade. Alcaraz arrive sur ce master là dans avec des capacités physiques moindres, il est diminué. Clairement, il commence avec une défaite contre Zverev, où c'est pas le Alcaraz que tu vois à Wimbledon ou même à Roland sur le début de compétition. C'est un Alcaraz fatigué, et qui monte en puissance au final, et qui cède finalement face à un Djokovic plus fort, tout simplement plus fort en demi-finale. Mais par contre, le vrai enseignement pour moi, c'est Sinner, avec un déblocage mental, je pense, pour l'Italien. Ouais. À l'image de sa victoire contre Medvedev, il est à 0-6 avant sa victoire un peu plus tôt en septembre. C'est en finale, je crois que c'est sur la tournée asiatique, c'est peut-être en Chine. J'ai un doute, mais donc ensuite il le bat 3 fois avec sa 3e victoire sa 3e victoire d'affilée au Master. Donc il y a vraiment ce déblocage là. Il est porté à Turin par un public qui était à fond derrière lui, mais il s'est servi de ça l'a pas miné. Et il est impressionnant. Il a une frappe de balle assez impressionnante, Yannick Sinner. Et pour moi, là,
il crée un gap. Il passe dans un niveau supérieur. Il y a un top 4 pour moi avec Medvedev et Alcaraz et l'extraterrestre. Ces quatre-là se détachent. Et pour le coup, derrière, il y a un écart. Rune est bien loin derrière. C'est drôle parce que moi, je me suis fait mes top 8 hommes, top 8 femmes. Je sais pas si vous aviez joué le jeu, tu sais, quand je vous avais laissé le petit message. Et justement, je mets Djoko, Alcaraz, Medvedev, Sinner maintenant. Et les autres derrière, je mets dans l'ordre Zverev, Rune, Tsitsipas, Rublev. En termes de poids et dynamique, je sais pas si vous me suivez là-dessus ou pas du tout. Tu mets Rublev en 6 ? Je mets Rublev dernier, moi. Ouais, moi j'ai mis Rublev en 6 Rublev aussi. qui a vraiment, je trouve, a toujours des bons résultats, mais arrivé en fin de parcours dans les tournois ou autres, a toujours du mal au moment le plus tranchant, sur une fin de semaine, sur une fin de quinzaine, à être. Il n'a jamais fait demi-finale en Grand Chelem. Entre autres, mais je veux dire, même il a eu quelques tournois, il a eu aussi ses premiers Masters 1000 cette année comme Sinner. Mais c'est pour ça que je le mettais un peu au rabais, même si je le mets un peu en dualité avec Tsitsipas, qui est vraiment sur une. C'est un peu compliqué lui aussi. Ouais, je suis pas sûr qu'on résolve le problème Tsitsipas un jour. Non, Badoza n'a peut-être pas encore résolu le mystère de Tsitsipas. Les bouclettes dorées. Non, voilà, c'était donc ça. Et Zverev aussi un peu au niveau à hauteur de Rune, même si Zverev, lui, il y avait cette dimension blessure longue durée. Et finalement, on voit que lui, en l'occurrence, avec le travail et le talent qu'il a, il peut vraiment prétendre à s'installer, à rester en tout cas dans ce top 5-6, je trouve. Ouais. Contrairement aux autres. Il termine 7ème mondial alors qu'il démarre la saison sur vraiment, enfin il revient tout juste sur une cheville. J'allais dire sur une cheville, mais finalement il est de retour et il se remet en rythme. Mais ses 2 tiers de fin de saison sont monstrueux à Zverev. Allez, va pour le mot de la fin. C'est vrai qu'il faut pas sous-estimer le fait de revenir. On a vu un Dominic Thiem qui n'est jamais trop revenu là. Il a fait quelques excursions dans le top 100, mais je crois que maintenant il n'y est plus. Donc c'est vrai que Zverev, il est revenu très fort. Et je pense que oui, à l'avenir, il va être solide. On aurait pu s'inquiéter, c'est ça, dans cet état d'esprit-là que j'étais moi. On aurait pu s'inquiéter et finalement, en fait, on voit qu'il a le niveau et qu'il peut en plus rivaliser avec des joueurs de ce calibre-là, même en fin de saison, alors qu'il était emprunté, alors qu'il est de retour. Donc si 2024, il revient vraiment à un niveau de forme quasi à 100% de ce qu'on voyait en 2022, je trouve qu'il peut largement en plus prétendre à la médaille olympique comme il l'avait fait en plus en 2021, entre autres. Voilà, c'était un avis. Et je vois que ça acquiesce. Je le respecte, Adrien.